Bon, bah, écoutez, 11h02, effectivement, on a commencé à lancer ce moment d'échange sur Mars bleu et la thématique. On va passer du coup un petit instant d'une heure ensemble pour partager sur le sujet et commencer à l'heure pour terminer avec plaisir à l'heure. Je vais tout simplement commencer en présentant Édouard Rollin. Je suis le cofondateur du laboratoire Medisur. Medisur, c'est un laboratoire qui travaille principalement auprès des professionnels de santé pour développer des dispositifs médicaux. Et on travaille aussi beaucoup sur le domaine de l'entreprise et la prévention de la santé des salariés en entreprise en développant des thématiques de santé pour sensibiliser les salariés, pas uniquement aux risques liés à leur activité, mais à qui ils sont, leur santé directement, pour qu'ils soient encore plus sensibles à ces thématiques-là. Alors, je vais commencer aussi par remercier Damien que vous voyez à l'écran, Damien de Bleutot et Yann Neurocourtage, qui est à l'initiative de cet échange qu'on va avoir ensemble. Merci aussi à Roman qui a bien contribué à rendre possible toutes ces choses-là. Et c'est avec grand plaisir que je vous parle, oui, effectivement, de Mars bleu, parce qu'il y a un vrai sujet, une vraie thématique intéressante à partager auprès des entreprises et que vous pouvez donc être le relais auprès de vos clients ou auprès de vos salariés. J'ai fait le choix dans ce e-learning, dans ce webinaire, de se baser sur justement ce qu'on fait en e-learning auprès des différents clients avec lesquels on travaille, pour vous donner une base de ce que l'on fait classiquement. Et puis aussi, pour les 100 premiers qui se sont enregistrés pour ce webinaire, de vous permettre d'avoir la box qui vous permet à la fois d'avoir la théorie qu'on va voir ensemble au travers de ce webinaire, mais également tous les éléments pour passer à l'acte et à la pratique tous ensemble. Dans le mode de fonctionnement, vous allez avoir la possibilité de partager sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Damien sera vos oreilles et il sera mes yeux pour remonter les différentes questions que vous pouvez avoir, de manière à rendre évidemment interactif cet échange s'il y a besoin de partager de manière concrète des questions ou des interrogations que vous avez. Dans ce moment d'échange, on va avoir plusieurs étapes, 4 étapes, 2 qui sont tournées plus vers la théorie de qu'est-ce qu'un cancer colorectal, quels sont les éléments de prévention qu'on peut avoir, et puis cette volonté de pouvoir vous amener au plus près possible de la réalité de la prévention au travers d'une vidéo de démo et puis tout ce que vous avez dans la box pour passer de votre côté à l'action. Dans le premier pilier de nos échanges, on va parler de tout ce qui est base de connaissances. Moi, ça me paraissait très important de pouvoir reprendre les différents éléments d'information qu'on peut avoir autour de tout simplement qu'est-ce que c'est qu'un cancer, comment en particulier un cancer colorectal se développe et quelles sont toutes les infos qu'on peut avoir de manière très pragmatique, très simple sur la manière de prévenir les risques qu'il peut y avoir. Le premier élément que je voulais partager, c'est une vidéo que l'on a sur le cancer de manière générale. Ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est une vidéo que je trouve très bien faite par le ministère de la Santé et qui explique de manière assez simple le mode de fonctionnement et le développement pour le développement d'un cancer. La spécificité, c'est que par la plateforme que nous avons, vous n'aurez pas le son, donc c'est moi qui vais faire la voix, vous aurez les images et vous avez de toute manière le lien à la fin pour vous retrouver la version originale si vous le voulez. C'est une petite vidéo d'1 minute, on se retrouve du coup après. Alors, le principe du développement d'un cancer se base sur notre corps qui est composé de nombreuses cellules, comme vous le savez, et ces cellules vivent au fur et à mesure de la vie en se dupliquant systématiquement par rapport à une base d'informations que l'on a chez nous, que sont les gènes qui permettent de dupliquer et renouveler ces cellules. Ces cellules peuvent être endommagées. Ça, c'est l'info principale qu'on a, qui est liée à l'âge, au temps, à nos modes de vie et également à ce que l'on fait. Les consommations de tabac, d'alcool, l'exposition au soleil peuvent altérer notre génome et faire en sorte que du coup, on n'a pas une duplication classique de ces cellules. Elles se dupliquent de manière anormale et ces cellules anormales finissent par former des tumeurs. Tumeurs qui peuvent se développer partout dans le corps. Elles peuvent être ou bien bénignes, sans impact sur le corps, ou elles peuvent être malignes, et au fur et à mesure de leur développement en tant que cellules malignes, potentiellement métastaser, c'est-à-dire se développer dans d'autres zones du corps pour générer, in fine, un cancer généralisé. L'intérêt, c'est que tout ça prend du temps, développement d'une tumeur, et que plus on détecte tôt une évolution anormale
de notre duplication des cellules et au mieux et au plus fortes sont les chances de guérison. Donc, le message principal, c'est celui-là. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est certain, mais surtout, au plus tôt on s'y prend et au plus on a de chances d'avoir un temps d'avance sur un développement d'un cancer. Ça, c'est globalement toutes les infos globales qu'on peut et le mode de fonctionnement de notre corps qui amène à développer un cancer. On retrouve exactement ce même type de fonctionnement avec le cancer colorectal, où là, du coup, on va être sur un endroit très particulier du corps. Ce n'est pas partout que peut se développer ce type de cancer. Alors, est-ce qu'il se développe dans l'intestin en tout cas dans l'estomac? Non, ce n'est pas dans l'estomac, ce n'est pas non plus dans l'intestin que se développe le cancer colorectal. Il se situe très précisément dans deux zones, la partie côlon et le rectum. Donc, du coup, c'est dans ces endroits-là que se développe ce type de cancer. Juste un petit problème d'écran là. Bref. Et on va partir en fait de stades différents, et c'est là où il y a toute une notion aussi de durée qui est importante, puisque d'un stade initial, stade 0, le polype qui se développe jusqu'à avoir un cancer, il va se passer jusqu'à 10 années. 10 années entre la genèse de cette erreur de duplication des cellules et la création de ce petit amas anormal de tumeurs jusqu'à avoir un cancer. Et c'est tout l'intérêt en fait de pouvoir en savoir un peu plus sur la prévention du cancer colorectal en particulier, c'est que ce cancer mettant du temps à se développer, il va forcément avoir une possibilité d'agir à différents moments de nos vies pour faire en sorte que du coup on soit en anticipation et en n'attendant pas évidemment le dernier moment pour pouvoir agir et se rendre compte de l'évolution de ce cancer. Alors, on a différents stades sur le cancer colorectal qui correspondent à différentes étapes. Il commence par une première lésion initiale qu'on va avoir dans le côlon qui va apparaître. On est sur le stade 0 pendant lequel on n'a pas grand-chose à faire, il n'y a pas d'impact particulier, si ce n'est la genèse de quelque chose qui pourrait évoluer vers un stade 1, où là, on a un petit cancer qui est localement situé, que les médecins vont généralement traiter par une ablation tout simplement de cet amas cellulaire cancéreux pour éviter qu'il se développe. On est grosso modo dans le même principe au niveau du stade 2, donc cette tumeur grosso modo commence à devenir un peu plus importante, elle n'en est pas pour autant plus inquiétante puisqu'elle est extrêmement localisée. Du coup, les médecins vont pouvoir la traiter directement en retirant la tumeur du côlon, avec potentiellement d'autres polypes qui seraient présents autour. Au stade 3, pour le coup, on arrive sur une étape qui, d'un point de vue biologique, est importante pour notre corps, puisque c'est l'étape où les ganglions lymphatiques vont être touchés. À la fois, la masse de la tumeur est plus importante, mais également, les ganglions sont touchés. Et du coup, si on détecte à un stade 3 la présence de ce cancer colorectal, là, du coup, l'intervention va à la fois toucher la tumeur qui est présente, les ganglions qui sont touchés, mais également faire un traitement en chimiothérapie pour régler le sujet. Le dernier stade qui existe dans le cancer colorectal, puisqu'il y a 4 stades, c'est le cancer qui est arrivé à un niveau métastasé, c'est-à-dire qu'après avoir passé la barrière du côlon et avoir touché les différentes cellules, et ben, le cancer se développe à d'autres organes, et du coup, la chirurgie à ce moment-là touche pas uniquement le côlon, mais également les autres organes métastasés, et évidemment, il y a une partie de chimiothérapie que l'on fait sur cette partie-là. Donc, cette évolution, vous voyez, d'un simple polype qui va apparaître, petite lésion dans le côlon liée à une duplication de cellules anormale, jusqu'à l'arrivée de ce stade 4, on a grosso modo une dizaine d'années avant qu'on en soit à un stade avancé qui va forcément avoir un impact important sur sa gestion. Et le fait de pouvoir anticiper le fait d'en arriver à un stade 0, 1 ou 2, c'est un élément qui est absolument fondamental dans la capacité à se remettre de
d'un cancer colorectal, parce qu'on a 95% de chances de survie quand le cancer est pris tôt. Donc on comprend là, sur un cancer qui prend 10 ans à se développer, que le fait que vous puissiez, que chacun puisse être acteur de sa prévention santé, a un impact direct sur le risque qui peut exister. Donc on a revu le principe d'un cancer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le cancer colorectal en particulier? Il y a eu pas mal d'infos qu'on va recroiser par la suite. Je voulais juste passer un petit peu de temps sur les enjeux de santé publique pour qu'on comprenne l'impact que ça a concrètement en France, le cancer colorectal. D'abord, le cancer colorectal, c'est 43 000 nouveaux cas par an. Ça ne veut pas dire uniquement 43 000 personnes qui sont touchées, puisque évidemment, on se bat pour le cancer colorectal pendant quelques années. Donc en tout, ce sont 400 000 personnes qui, chaque année, sont concernées par ce sujet, donc 43 000 nouveaux cas. À l'inverse de certains cancers qui sont uniquement féminins, comme le cancer du sein, ou uniquement masculins, comme le cancer de la prostate, on a un cancer qui est globalement quasiment égalitaire entre hommes et femmes, 54% d'hommes et 46% de femmes. Donc il n'y a pas de grande différence liée au fait d'être un homme ou une femme. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer en France. Un des principaux éléments qui en fait un cancer si mortel, c'est que tout simplement les symptômes du cancer sont invisibles à l'origine et que du coup, on peut se retrouver à être malade pendant des années sans le savoir. La première cause de mortalité de cancer en France, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais pour info, c'est le tabac, et de très loin, qui est le principal générateur de causes de mortalité en France. Pour la femme, c'est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer du sein. Donc, pour les femmes, très important de se mobiliser sur Octobre Rose et sur Mars Bleu également. Pour les hommes, la prostate, avec le mois de Movember, qui en est l'occasion d'en parler, et le cancer du poumon, sont deux cancers plus fréquents chez l'homme que le cancer colorectal. Au global, 17 000 décès par an à déplorer en France. Et puis, un chiffre que j'ai commencé à vous évoquer, mais grosso modo, 90 à 95% des cas diagnostiqués sont sur des sujets de plus de 50 ans. L'âge médian d'un cancer colorectal, c'est 71 ans pour un homme et 73 ans pour une femme, ce qui veut dire qu'on a un cheminement d'une dizaine d'années avant d'arriver à ces 70 ans passés pour potentiellement détecter la présence de tumeurs. Et c'est tout l'intérêt d'un programme national qui aujourd'hui est prévu pour les hommes et les femmes à partir de 50 ans, parce que, en dehors de raisons génétiques qui pourraient exister, dont on parlera tout à l'heure, on a toutes les chances d'être au tout premier stade d'un cancer colorectal si on ose faire de la prévention et se tester à partir de l'âge de 50 ans. Et c'est l'enjeu majeur de toute cette partie-là. Alors, je ne vais pas passer par là. Désolé, je ne vois plus rien. Je voulais juste repasser par les bases de connaissances pour du coup rentrer en fait assez concrètement dans les différents éléments que l'on va pouvoir faire pour avoir un temps d'avance sur cette maladie. Si on se prend main à partir de 50 ans, on voit qu'on a 95% de chances de détecter à un stade très précoce un cancer qui nous permettra d'avoir 95% de chances de survie à 5 ans. Alors, pour ça, il faut être acteur de sa prévention. Pour ça, il peut y avoir différents éléments qu'on va retrouver, les symptômes du cancer colorectal, les éléments et les facteurs de risque, évidemment, et puis le dépistage, finalement. Les différents symptômes qu'on peut avoir. Dans les différents symptômes, on va retrouver des signes fonctionnels de son corps, sur lesquels on peut être comme ça en alerte, et d'autres signes qui sont plus cliniques, qui seront à un stade un peu plus avancé. Grosso modo, on doit pouvoir être en alerte autour de 3 signes principaux se concernant d'un point de vue fonctionnel. D'abord, un trouble du transit persistant. Encore une fois de plus, avoir un trouble du transit, c'est quelque chose qui peut arriver. Par contre, il faut être en alerte sur le fait que ça puisse être un symptôme persistant qui dure dans le temps et qui est donc inexpliqué. On va avoir le même principe sur des douleurs abdominales inexpliquées,
comme des coliques violentes. On peut avoir des coliques violentes, mais que ce soit quelque chose qui dure dans le temps doit être un élément qui nous alerte. Et puis, un dernier élément qui est assez intéressant à suivre et sur lequel tout le programme de prévention nationale est basé, c'est la présence de sang occulte dans les selles. Ça, cette notion-là, elle est très intéressante et très facilement détectable parce que, si vous vous rappelez le côlon qu'on voyait tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un polype qui est présent dans le côlon, il va relâcher de manière intermittente des traces de sang dans les selles. Alors, ce n'est pas un sang que l'on voit, qui est rouge, c'est du sang occulte, qui est sombre, mais on va pouvoir très facilement, avec un test rapide, identifier s'il se cache quelques gouttes, quelques micro-gouttes de sang dans les selles qui pourraient être le signe fonctionnel d'une présence de polypes relâchant de manière intermittente du sang. Et c'est là-dessus qu'effectivement tout le programme national est basé, parce qu'on peut donc, dès le stade 0 de la présence d'un polype dans le côlon, avoir une indication sur sa présence. Alors, la présence de sang dans les selles, évidemment, n'est pas exclusivement potentiellement liée à une présence de polype. Il peut y avoir d'autres causes de présence de sang dans les selles, mais c'est en tout cas un indicateur assez fiable pour pouvoir ensuite aller faire une levée de doute avec un médecin par la suite. Les signes fonctionnels, donc on a vu les douleurs abdominales, le trouble du transit et la présence de sang dans les selles. Sur les signes cliniques, on va en relever deux principalement, mais qui vont être des signes cliniques qui seront relativement avancés dans le stade d'avancée d'un cancer, puisque une anémie ferriprive, c'est-à-dire une carence de fer dans ces prises de sang liées à une perte de globules rouges dans le cas d'un cancer colorectal, peut être un élément factuel clinique de cancer colorectal. Et puis, évidemment, aussi, potentiellement, quand on arrive à des stades 3 ou 4 de cancer, une masse palpable, abdominale, sans être forcément à une occlusion du côlon, mais en tout cas, une masse palpable qui pourrait être détectée par un médecin. Encore une fois de plus, on va être sur des éléments cliniques qui sont relativement à un stade avancé de l'étape d'un cancer. Voilà pour la partie des différents symptômes qui peuvent exister. On va passer un petit peu de temps sur la partie prévention et les facteurs de risque, parce qu'on va se rendre compte qu'il peut y avoir des risques modifiables et des risques non modifiables, et qu'on peut tous avoir un impact au quotidien assez fort sur la prévention d'un risque de cancer de manière générale, mais en particulier de cancer colorectal. Alors, sur les risques modifiables, on en a 5 majeurs sur lesquels on va pouvoir agir et sur lesquels vous allez pouvoir agir. Le premier que je vais mettre de côté, c'est le tabac. Parce que le tabac, on l'a vu, première cause de décès chez l'homme et la femme. C'est aussi un élément et un facteur qui a un impact sur le cancer colorectal. Et la perspective de l'arrêt du tabac est évidemment le meilleur moyen pour éviter que ça se développe, que ce soit pour travailler sur la productivité en entreprise, mais surtout parce que derrière, ça a énormément d'impact et le fait de pouvoir se faire accompagner est assez majeur pour éviter pas uniquement le cancer des poumons, mais également bien d'autres cancers. Ce sur quoi on va pouvoir aussi avoir pas mal d'impact, et vous allez devoir passer à l'action de votre côté, c'est sur le surpoids. Le surpoids est une notion assez importante à avoir en tête pour pouvoir suivre son état de santé. C'est un petit peu pour moi l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, une des infos de base que vous devez avoir sur vous-même et votre état de santé. Je fais souvent le parallèle entre l'IMC et sa température. Est-ce que vous savez quelle est votre température? Évidemment, on a en tête 37 degrés comme étant la moyenne des températures que l'on a habituellement, mais on est en fait tous très différents. Et quelle est sa température normale est une des informations importantes à connaître. De même que son IMC. IMC qui permet du coup d'avoir une information sur son état de poids et l'impact que ça peut avoir, puisque le surpoids a un impact sur tous nos organes et potentiellement le risque de cancer. Alors, je ne vous vois pas tous, mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'action sur le sujet, parce que je serais ravi
que vous ayez tous la possibilité de repartir, pas forcément en connaissant votre température, ça vous regarderez ça demain matin, mais par contre de prendre votre calculette ou votre téléphone et qu'on calcule ensemble chacun son IMC pour que du coup vous sachiez concrètement où est-ce que vous en êtes. Donc je vous propose de prendre votre téléphone ou votre calculette préférée et on va chacun calculer son IMC. Le principe de l'IMC se calcule de la façon suivante. Je vous donne la théorie et après on va ensuite passer à la pratique. On divise son poids en kilos par sa taille au carré, c'est-à-dire sa taille multipliée par sa taille. Si vous avez tous votre calculatrice, je vous propose du coup de commencer par calculer ce chiffre qui est la taille au carré. Donc moi, typiquement, je fais 1,70 m que je multiplie par 1,70 m, ça me donne 2,89. Et je me note 2,89 sur ma feuille à côté. On va le garder en tête, on en aura besoin pour la suite. Donc si vous faites 1,60 m par exemple, 1,60 m x 1,60 m, 2,56. Si comme Damien, vous êtes très grand et que vous faites 1,85 m, ça te donne, Damien, 3,42. Voilà. Donc notez ce chiffre sur le côté pour qu'on puisse faire ensuite le calcul de l'IMC. Vous l'imaginez peut-être pas, mais je fais 80 kg. Donc je vais diviser 80 kg par le chiffre qu'on a obtenu tout à l'heure, donc me concernant pour 1,70 m, 2,89. Ce qui me fait quasiment 28. Donc je vous laisse un petit instant pour regarder vous, votre poids, essayer de vous souvenir la dernière fois que vous êtes pesé, quel poids vous faisiez, et vous divisez ce poids par le chiffre qu'on a obtenu tout à l'heure, la taille au carré, pour pouvoir avoir une information sur votre IMC. Une fois qu'on a ça, ça vous donne une indication de où est-ce que vous en êtes. On a une fourchette idéale qui est entre 18,5 et 25, et du coup, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Après, ce qui est aussi intéressant de savoir, et c'est le deuxième calcul que je vous propose, si toutefois vous n'étiez pas dans la fourchette du 18,5, entre 18,5 et 25, comme c'est mon cas, et de calculer le poids idéal que je devrais faire pour rentrer dans cette fourchette-là. Et du coup, tout simplement, je reprends le chiffre de ma taille au carré de tout à l'heure, donc 2,89, que je multiplie par 25, et ça me donne l'info terrifiante de 72 kg, soit 8 kg de moins. C'est l'avantage du webinaire, c'est que ça se voit peut-être pas trop. Voilà. Donc, je vous engage du coup à faire ce petit calcul pour que vous ayez en tête sur ce facteur de risque modifiable du cancer colorectal, votre IMC actuel et quel serait le poids idéal que vous devriez avoir pour réduire le risque. Ayez ce chiffre en tête. Un IMC de plus de 30 multiplie de plus de 30 fois le risque de développer un cancer colorectal. Donc, encore une fois de plus, IMC et risque de cancer colorectal sont intimement liés et le fait d'avoir une attention sur le sujet est importante. Voilà. Maintenant que vous en savez plus sur la partie IMC, on va revenir aux facteurs de risque modifiables. J'espère que vous avez pu suivre cette petit exercice, cette petite démonstration. Sinon, la vidéo est en replay, vous pourrez le refaire de votre côté si vous n'aviez pas de calculette. Pour passer sur un deuxième élément qui est le manque d'activité physique. On voit de plus en plus se développer ces communications de la part du gouvernement sur la nécessité de bouger, parce que ça a un impact direct sur son bien-être, mais également sur le risque de prévention des cancers. On va distinguer, pour que vous ayez 2-3 tips en tête, 2-3 infos en tête, l'activité d'endurance d'intensité modérée, c'est-à-dire la marche, de l'activité d'intensité soutenue. Dites-vous que pour rester en bonne santé, en bonne forme, il faut que toutes les semaines, vous fassiez au moins 2h30 d'activité d'endurance modérée, voire 1h15 d'activité plus soutenue, comme la course à pied. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément très simple à avoir en tête. Moi qui vivais avant à Paris, qui avait l'habitude d'aller courir après mon métro ou mon bus et qui marchait du coup beaucoup, j'ai perdu un peu ce rythme de vie-là depuis
depuis que nous sommes installés à Aix-en-Provence pour Médisur et où tout se fait en voiture. Ce n'est pas toujours simple de garder ces standards d'activité au quotidien. Vous avez des applications qui existent, je ne sais pas si le GAN en particulier en a développé une, mais qui vous permet de suivre au quotidien le volume d'activité que vous avez et pouvoir vous rendre compte, c'est un autre chiffre à avoir peut-être en plus de votre température et votre IMC, en moyenne, combien de temps je consacre à une activité d'endurance, qu'elle soit modérée ou soutenue, dans mon quotidien. Voilà, donc si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à aller trouver quelques applications sur vos téléphones qui ne font pas que calculatrice ni téléphoner, mais potentiellement vous donner également des informations de santé au quotidien. Sur nos risques de facteurs modifiables, je vais passer sur l'alimentation déséquilibrée. De même, on a beaucoup de communication de la part du gouvernement pour nous expliquer combien il est important d'avoir une alimentation variée, avec des fruits et des légumes. Ça touche également le cancer colorectal. Le fait de pouvoir avoir une alimentation variée est un élément clé de son état de santé. Et le fait d'enchaîner plusieurs années d'excès, forcément, se retrouvera pas uniquement sur son poids potentiellement, mais également sur le risque que l'on a de développer des polypes et un cancer colorectal. Voilà. Alors moi, en tant que parent, j'ai 3 enfants. Je dois dire que c'est pas toujours simple, entre autres, pour nos plus jeunes, de résister aux goûters pré-préparés qui peuvent exister, les goûters sucrés. Mais voilà, chiche de pouvoir engager nos enfants et faire cet effort-là en particulier, de faire varier les goûters qu'on peut leur donner en privilégiant des goûters fruités, par exemple, à des goûters sucrés. C'est moins simple, mais c'est aussi une forme d'éducation qu'on peut transmettre à nos enfants pour, au quotidien, leur donner le goût et le plaisir des produits frais dans leur alimentation. Voilà. C'est l'enjeu qui me parle le plus dans cette partie-là. Et puis, je voulais terminer sur la partie facteurs de risque modifiables sur l'alcool. L'alcool, c'est un enjeu majeur. Vous avez peut-être suivi le webinaire en janvier du GAN sur le sujet. L'alcool également a un enjeu fort sur le risque de développement de cancer colorectal. On a une notion qui me paraît vraiment standard et très importante à avoir en tête, c'est la notion de dose de bar. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais ça peut nous arriver d'aller au restaurant et avec son plat, de demander un verre de vin pour accompagner. Et de temps en temps, on a le sentiment que le verre de vin, il n'est quand même pas bien rempli, il n'y a pas grand-chose dedans. Il faut avoir en tête que tous les bars et tous les restaurants doivent respecter le principe de dose de bar qui correspond à 10 grammes d'alcool pur à chaque verre que vous prenez. Et ainsi, quel que soit le breuvage que vous ayez, que ce soit une coupe de champagne, un verre de whisky, une bière, un verre de vin, un pastis, etc., vous avez ce repère de savoir que vous avez consommé une dose de bar, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool pur. Donc, ce n'est pas que le restaurateur est chiche dans ce qu'il donne, mais c'est que ça vous permet, vous, d'avoir une information concrète sur le volume d'alcool que vous consommez au quotidien. Et là-dessus aussi, il y a une campagne de sensibilisation du gouvernement qui est, je trouve, assez bien faite sur le principe de dire pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. En effet, il est recommandé de garder 2 jours sans alcool par semaine pour réussir à régler ses habitudes de consommation d'alcool. Et ce n'est pas si simple, finalement, de se limiter à 10 verres d'alcool standard par semaine. En tout cas, chiche de compter le nombre de verres que vous buvez par semaine pour voir si vous êtes dans cette fourchette des 10. Ça me parle aussi sur cette notion de l'alcool et de la dépendance éventuellement, ou la relation qu'on peut avoir à l'alcool, avec les recommandations de l'OMS qui recommande, entre autres en janvier, de faire 10 jours sans alcool au moins pour voir la relation que l'on a à la substance, à l'alcool. Donc là, on va plutôt parler d'addiction potentiellement, mais c'est toujours intéressant soi-même de se rendre compte où est-ce qu'on en est de sa relation à l'alcool, au-delà de 2 verres par jour et pas tous les jours, pour pouvoir voir si finalement, au bout de 10 jours, on a senti un manque. Et ce manque, est-ce qui était réellement très présent ou si c'était juste une perte de chance de trinquer avec des amis. Voilà, donc on fait attention parce que sur la partie cancer colorectal, on a donc un lien direct entre la consommation d'alcool qu'on peut avoir tous les jours et le risque de développement d'un cancer et pas que d'un cancer colorectal.
Donc voilà, on a vu tous les différents facteurs de risque modifiables sur lesquels vous pouvez au quotidien avoir ou bien des repères, ou bien des alertes dans votre mode de fonctionnement pour faire en sorte qu'au quotidien, les excès soient évités. Et puis en plus des facteurs de risque modifiables, on a des facteurs de risque pour le coup non modifiables. Où là, pour le coup, vous n'y pouvez pas grand-chose, que ce soit lié à votre âge ou à d'autres choses. Notre corps est ainsi fait. Vous pouvez avoir des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, qui peut avoir un impact sur le risque de cancer colorectal. Vous pouvez avoir des mutations génétiques et des antécédents familiaux qui font que ces gènes qui peuvent amener dans le temps des risques de cancer sont peut-être déjà présents dans nos familles depuis quelque temps, et le fait d'être attentif à ce sujet-là est important. On a également ses antécédents personnels. Le fait d'avoir déjà eu un cancer ne nous empêche pas d'en avoir soit un nouveau qui reprend, soit un autre cancer ailleurs. Donc il faut être relativement sensible à ça. Juste sur l'âge, avoir en tête que du coup le cancer colorectal, globalement, on a une chance un peu plus forte qui se développe après 50 ans. Et c'est sur cette base-là que vous avez le droit à ce courrier que l'on peut recevoir directement à la maison pour vous engager à faire le test. Il y a tout un programme national qui est basé là-dessus et qui permet à chacun d'avoir l'outil, le lanceur d'alerte, je dirais, d'une présence d'un polype éventuel qui nécessite d'aller voir un spécialiste sur le sujet. L'âge, c'est quand même le premier facteur que l'on peut retrouver. Alors, je reviens à notre petit programme où du coup nous avons vu quasiment tous les éléments des bases de connaissances théoriques que l'on a, entre autres et en particulier la prévention et les facteurs de risque. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on va quand même essayer de voir les différentes méthodes de dépistage pour pouvoir savoir comment est-ce que vous pouvez concrètement agir sur ce sujet. Le cancer colorectal se développe discrètement, on l'a vu, sans bruit, sans symptômes particuliers, qui permet de vous alerter au fil de ces 10 ans. Ce n'est qu'à la fin du développement que finalement on le sent, où on en a des symptômes, d'où l'intérêt de se dépister tôt et régulièrement, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, pour faire en sorte d'avoir une information sur l'éventuel début de développement d'un polype vers un cancer qui pourrait être malin. Il y a Merci Edouard. On avait ouais. juste quelques questions, si on Oui, peut t'interrompre. bien sûr. Justement, tu parles de l'âge de 50 ans. Est-ce que c'est intéressant de faire un dépistage plus tôt, à partir de 30 ans, 40 ans? Ouais. Ça peut être tout à fait intéressant de le faire avant, surtout si on a des antécédents familiaux. Et c'est peut-être un peu la limite du programme national qui ne prend en considération que les personnes qui ont plus de 50 ans. Si par contre vous avez des antécédents familiaux, vous pouvez aller voir votre médecin ou votre pharmacien pour avoir un kit de dépistage pour pouvoir se rassurer. Certains, au vu de l'occurrence élevée de présence de cancer colorectal dans les familles, sont incités dès l'âge de 40 ans à faire du dépistage précoce pour éviter une maladie qui se développe avant 50 ans. D'accord. Je rappelle à tous nos participants qu'ils peuvent poser une question, bien sûr, sur le chat, et je me ferai donc le relais auprès d'Edouard. Une deuxième question, tu parlais tout à l'heure des 4 étapes d'avancement du cancer du côlon. Quand on détecte un cancer, est-ce qu'il y a un niveau d'étape? Est-ce que c'est niveau 3, niveau 4, ou ça peut être dès le niveau 1 où c'est détecté? Alors, en fait, on va potentiellement parler dès le niveau 1 de développement de cancer. On va juste du coup qualifier le cancer de manière différente en fonction de son état d'avancement. Mais la présence d'un polype peut être tout à fait bénin et ne pas avoir d'impact. Par contre, quand on arrive à un stade 1, où là pour le coup on a un amas qui est plus important, ce polype-là est peut-être devenu effectivement malin. Et du coup, on va parler de cancer à partir du stade 1. D'accord. Autre question, quels sont les troubles du transit persistant? Des douleurs, grosso modo des douleurs inexpliquées, récurrentes, qui ne s'estompent pas dans le temps, pour lesquelles les médecines ou les médicaments habituels qu'on peut avoir ne va pas avoir d'impact sur le fait que ça passe, et avoir cette gêne, ce trouble tout le temps, de ballonnement, de mal au ventre sur la durée. Pas passager, mais qui s'installe.
Très bien. Écoute, merci pour cette première salve de questions et je te laisse continuer. Avec plaisir. Donc, on en arrive à la 6e étape des connaissances que l'on veut partager sur les méthodes de dépistage. On va avoir deux manières de dépister, deux leviers pour le faire. On va avoir 2 lanceurs d'alerte et un levier qui permet de faire la levée de doute. Les lanceurs d'alerte, ce sont les 2 premières étapes que l'on peut avoir par des tests rapides qui vont permettre de détecter la présence de sang occulte dans les selles. Ce qui va permettre de le confirmer, c'est la coloscopie. Donc, le premier lanceur d'alerte, c'est le programme national de dépistage qui est prévu pour les 50 à 74 ans, tous les 2 ans. Donc, automatiquement, au vu de votre âge, vous pouvez aller voir votre médecin traitant qui peut vous remettre, s'il a bien les tests de dépistage dans son cabinet, un test de dépistage pour lequel vous allez faire un prélèvement à la maison. On va voir tout à l'heure ce que veut dire faire un prélèvement à la maison et comment ça se déroule. Et on envoie par courrier l'échantillon que vous avez prélevé de sel directement par la poste. Et 15 jours plus tard, on reçoit la réponse de l'analyse qui est faite et c'est envoyé à Lyon, où tout est centralisé pour ce type de test-là. Donc ça, c'est vraiment le premier levier qui est mis en place pour permettre à chacun gratuitement d'avoir accès à ce dépistage. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est sur des volumes de dépistage qui sont relativement faibles. Aujourd'hui, on est autour des 30%. L'année dernière, en dessous des 30% avec la pandémie. Donc du coup, on a un programme qui a l'avantage d'exister, mais qui aujourd'hui n'est pas totalement efficace au vu de la faible proportion de la population cible qui y répond. Le deuxième levier qu'on va avoir, qui est aussi un lanceur d'alerte comme le programme national, c'est un autotest de dépistage de cancer colorectal. Alors on connaissait le test de grossesse, on connaît l'autotest Covid. Il y a aussi l'autotest de cancer colorectal qui permet de faire le test, le prélèvement à la maison et où on a le résultat 10 minutes après avoir fait le test. On n'a pas besoin de l'envoyer par la poste. Et grosso modo, ça peut être remis par l'entreprise, par exemple, qui souhaite s'engager au moment de Mars Bleu sur la prévention du cancer colorectal, ou vous pouvez l'acheter en pharmacie également en vente libre sur le conseil de votre pharmacien. Donc, on a 2 leviers, 2 lanceurs d'alerte qui existent. Et donc, du coup, si toutefois le test doit être positif, ce n'est pas parce qu'on a un cancer qui est présent. Ça nous donne simplement l'information qu'il y a une présence de sang occulte, c'est-à-dire certainement un polype peut-être qui serait là et qui relâcherait du sang de manière intermittente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le médecin qui va nous prescrire une coloscopie qui permet d'aller voir concrètement l'état fonctionnel du côlon et voir si effectivement il y a un impact. Et c'est prescrit en cas de maladie génétique, en cas d'antécédents familiaux, plusieurs cas de cancer colorectal dans la famille, même avant 50 ans, amènera le médecin à vous prescrire une coloscopie. Et puis, si effectivement vous avez fait un test rapide et qu'il a révélé la détection de sang occulte dans les selles lors de ce dépistage. Donc, vous voyez, 2 moyens que vous en sachiez plus sur cette maladie qui est silencieuse et qui met du temps à se développer. Et les professionnels de santé ont tous les outils ensuite avec la coloscopie pour aller confirmer si la présence de sang occulte est liée à un polype, voire à un cancer qui se développerait, ou si ça peut être autre chose qui a généré la présence de sang dans les selles. Voilà, moi j'ai terminé sur la partie connaissances théoriques. Les bases de connaissances que je voulais vous transmettre. Ce que l'on fait, c'est un petit quiz rapide où vous allez tous pouvoir répondre directement via le chat pour voir si du coup les bases de connaissances sont maîtrisées. Et ensuite, on clôturera avec le principe de faire un test. Alors, est-ce que vous avez retenu ces infos principales? Normalement, dans le quiz qu'on met à disposition, il y a entre 10 et 15 questions. Là, du coup, je l'ai réduit à 3 questions pour ne pas non plus trop allonger cette période-là. Mais je compte sur vous sur le chat pour participer et répondre à cette question. Ce n'est qu'à partir de 4 verres d'alcool par jour qu'on risque d'augmenter le développement d'un cancer colorectal. Vrai ou faux? À partir de 4 verres d'alcool.
Super. Tu veux les réponses? Bah, je les vois en fait dans le chatter, grosso modo, je vois qu'il y a beaucoup de faux qui répondent. Après, si tu veux me faire une stat, avec grand plaisir. Mais grosso modo, effectivement, c'est faux, hein, on en a parlé tout à l'heure. La consommation quotidienne d'alcool a un impact important pour développer le cancer colorectal. Et je vous rappelle cette phrase de pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours pour maîtriser ce risque-là. Vu que vous êtes très fort, j'enchaîne sur les différentes méthodes de dépistage du cancer colorectal en France en particulier. Vous avez l'autotest, la coloscopie, l'échographie, la campagne du gouvernement et la radiographie. Vous avez le droit à plusieurs réponses, je ne vous cache rien. Alors, je ne vois pas toutes les réponses, mais on va du coup juste avancer pour rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, on a 3 moyens pour le détecter, ou bien directement à la maison par un autotest, ou bien par la campagne du gouvernement en envoyant le prélèvement d'échantillons de sel à Lyon, et en faisant la levée de doute par la coloscopie. Voilà, dernière question que je voulais vous poser, très dure, mais essentielle. À partir de quel âge est-il recommandé de faire un test de dépistage? Je ne laisse pas de doute trop longtemps. C'est évidemment 50 ans à partir de l'âge à partir duquel il est recommandé de le faire et de le faire tous les 2 ans pour être en surveillance et en vigilance sur cette partie-là. Donc, on a partagé sur la partie théorique. Vous en savez maintenant certainement beaucoup plus sur le cancer colorectal. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur le cancer colorectal d'un point de vue théorique. Est-ce que vous voulez prendre quelques instants de questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui souhaitaient être posées. On avait une question en effet toujours sur les symptômes autour des brûlures d'estomac. Est-ce que les brûlures d'estomac représentent un symptôme, des brûlures d'estomac durables représentent un symptôme? Normalement non, puisque globalement on ne va pas être forcément sur la partie qui va nous intéresser. Après, qu'est-ce qui peut expliquer des brûlures d'estomac? Beaucoup de choses. Si c'est persistant, c'est une alerte qu'il faut avoir et pour lequel il faudrait aller consulter pour essayer de creuser d'où ça peut venir de manière persistante. Très bien, merci. On n'a pas d'autres questions pour l'instant. D'accord. Alors souvent, on me pose la question, mais du coup, c'est très bien, c'est très intéressant tout ça, mais alors concrètement, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un test. Comment est-ce qu'on prélève un échantillon? C'est quand même pas très, ça n'a pas l'air d'être très simple, votre histoire-là. Voilà. Comment est-ce qu'elle peut se présenter? On a fait une petite vidéo assez rapide avec Jessica, qui s'occupe de la R&D, pour essayer de vous expliquer en fait comment est-ce qu'on fait ce prélèvement-là. De même, sur cette vidéo, vous n'avez pas le son, donc c'est moi qui vais faire le son pour expliquer les différentes étapes et différentes démarches. Un petit film de 2 minutes. Je vous laisse regarder et donc écouter les commentaires. Et si vous avez des questions après ça, n'hésitez pas à partager pour qu'on rentre concrètement dans les doutes ou les questions que vous pourriez avoir sur ce mode de dépistage qui reste fondamentalement assez simple à réaliser. Alors, je rappelle le prérequis de tout ça, hein, quand on fait un test positif ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Les gens ont quelquefois peur de se lancer sur un test de dépistage en se disant qu'ils n'ont pas envie de savoir. Là, l'intérêt, c'est de pouvoir détecter tôt quelque chose sur lequel on peut agir très facilement et éviter justement une situation complexe plusieurs années plus tard. Donc, le médecin reste votre référent si vous avez un doute ou une question, ou éventuellement votre pharmacien peut être également votre relais pour ce type de test-là. Alors, je vous mets en plein écran la vidéo.
Le mode de fonctionnement d'un test est assez simple. En fait, ça va être tout dans une boîte que vous allez recevoir, que ce soit le programme national ou les tests que vous avez en pharmacie. Dans cette boîte-là, vous allez retrouver différents éléments. Le premier élément, c'est la notice. Vous allez avoir toutes les questions et toutes les infos sur le mode de fonctionnement. Vous allez avoir l'extracteur dans lequel on va pouvoir aller recueillir les sels, un sachet aluminium qui contient la cassette pour faire le test directement et un papier pour le recueil des sels. Donc, je vais juste m'arrêter là-dessus. Je ne peux pas enlever cette partie-là, mais juste m'arrêter là-dessus pour vous dire que grosso modo, les étapes principales que vous avez sont communes pour le programme national et les tests, autotests que vous avez. La seule différence, ça va être le fait de faire le test directement. Donc, vous avez la bande de recueil des sels que vous allez pouvoir coller sur les toilettes pour permettre d'isoler un échantillon de sel en allant aux toilettes, pour pouvoir positionner le papier comme ça. Après avoir isolé les sels, on enlève le capuchon de la tige pour prélever à au moins 3 endroits différents dans les sels sur une profondeur de 2 à 3 cm. Et l'échantillon que l'on a récupéré, on le met dans le collecteur avec le tube et on agite le prélèvement qui est fait. Pour ce qui est du reste, eh ben, on enlève tout ça, ça va aux toilettes sans aucune difficulté et on tire la chasse d'eau et on en arrive à l'étape où soit on envoie dans le programme national les échantillons à Lyon pour le test, ou bien on le fait en autotest directement à la maison pour avoir les informations. Vous allez voir, c'est relativement simple de réaliser les choses. Après avoir coupé l'extracteur, on verse 2 gouttes dans le puits d'échantillon et on va laisser l'échantillon migrer sur la bandelette et comme un test de grossesse ou un test de Covid que vous avez fait, peut-être déjà, vous allez pouvoir lire et interpréter le résultat en fonction de ce qu'il en est. Une barre, c'est négatif, 2 barres, c'est positif, et toute autre situation serait un test à refaire. Voilà. Donc l'idée, c'était de vous montrer assez concrètement et assez simplement une version qui est un peu plus longue, et je ne voulais pas prendre 5 minutes pour vous présenter ça, de manière à ce que vous vous rendiez compte de la manière de réaliser les tests et comment est-ce qu'on le faisait de manière très concrète. Est-ce que sur ce sujet-là, vous avez des questions? Est-ce que vous avez un partage d'expérience ou des envies de partager sur cet autotest-là? Alors, on a plusieurs questions qui Ouais, étaient liées, qui étaient posées sur la première partie. Il a été dit, tu as dit qu'un polype, un polype saigné de façon sporadique. oui. De ce fait, un test tous les 2 ans peut ne rien révéler. Mhm. Était recommandé de faire des autotests intermédiaires. Alors, le programme national recommande de faire un test tous les 2 ans. Vous pouvez évidemment le faire de manière un peu plus rapprochée si vous voulez, mais dans les études, grosso modo, le polype mettant quand même pas mal de temps à se développer, il y a grosso modo pas un intérêt, il n'y a pas une recommandation à le faire plus fréquemment que tous les 2 ans. Si déjà on arrivait à faire en sorte que chacun s'investisse sur le fait de pouvoir faire le test tous les 2 ans, ce serait génialissime parce qu'aujourd'hui, on a moins de 30% de la population cible qui le fait. Mais si vous voulez le faire plus souvent, évidemment, il n'y a aucune difficulté à le faire plus souvent. Vous augmenterez vos chances de découvrir effectivement la présence d'un polype. Très bien. J'ai répondu à la question. Oui, ouais, je pense. Sinon, la personne peut compléter sa question dans le chat. Dans les facteurs de risque, on n'a pas parlé de café ou d'épices. Est-ce que justement dans cette alimentation, est-ce que les épices vont contribuer à développer le taux de cancer? Alors, j'ai pas cette info-là. Je sais pas concrètement ce qu'il y a comme impact. Je sais que ça a un impact sur l'estomac avec le risque d'ulcère éventuellement avec les épices. Je saurais pas répondre sur la partie côlon. Je pense pas, mais voilà, j'ai pas de réponse tranchée sur le sujet. Très bien. Une autre question sur les signes, on parle de sang occulte dans les selles. Ça veut dire que si dans les selles il y a du sang rouge, c'est pas un symptôme? Ouais, exactement. Globalement, il y a très peu de chances que c'est un lien. Ça va être plutôt lié à des constipations qui vont créer des fissures éventuellement, qui n'ont rien à voir avec la présence de polypes. Donc, on est bien effectivement sur la détection de sang occulte qui est uniquement rejeté par des polypes.
Donc, c'est certainement lié à quelque chose, mais quelque chose d'autre qui n'a sans doute rien à voir avec un développement de polypes. Et c'est pour ça qu'on peut régulièrement avoir finalement des tests qui sont positifs, mais pas forcément liés à la présence de polypes. Il y a plein de choses qui peuvent amener une présence de sang, qu'elle soit visible ou occulte, dans les selles. Très bien, très clair. Autre question, à quelle fréquence faut-il faire un test dans le cadre d'une infection à une MICI? Je ne sais pas. Je pense que là, il faut demander à un médecin spécialement ce qu'il en pense. Je ne sais pas répondre à ça. Je ne sais pas si en fait ça impacte la recommandation nationale de le faire tous les 2 ans. Très bien. Et est-ce que tu as des exemples d'opérations qui ont été menées en entreprise, justement sur ce thème très personnel? Oui, il y en a plusieurs. En fait, la manière de le mener est assez diverse. Dans le mode de fonctionnement qu'on a sur les principes de thématiques de santé, on peut soit avoir une clé d'entrée de l'entreprise qui va choisir de mettre à disposition les thématiques de santé. Donc, on ne fait pas que le cancer colorectal, on va faire Octobre Rose, prévention routière, les psychotropes, le burn-out. On a plein de thématiques et du coup, l'entreprise peut laisser le choix aux salariés de se mettre sur une thématique particulière parce qu'il va se sentir sensible à cette thématique. Donc, le salarié a le choix, lui, de choisir ce qu'il veut faire comme thématique. Ou alors, l'entreprise souhaite s'investir particulièrement sur une thématique nationale, comme Mars Bleu ou Octobre Rose, et du coup, va mobiliser l'entreprise et ses salariés sur cette thématique en particulier et va particulièrement communiquer sur cette thématique. Donc, soit c'est une approche généraliste de je m'intéresse à la santé de mes salariés et du coup, je donne accès au panel des thématiques santé de Medisure et chacun choisit ce qu'il veut, soit l'entreprise décide de se positionner sur une seule thématique en particulier. Très bien. J'en profite pour rappeler qu'on a la chaîne YouTube Gain Neurocourtage en fait qui recense différents webinars comme celui qu'on fait aujourd'hui sur des thématiques de prévention, de bien-être, sur l'alimentation. Le prochain qu'on fait ensemble, Edouard, ça sera justement sur la prévention sur la sécurité routière. Je crois que c'est au mois de mai. Oui. Et donc, donc l'idée pour nous, c'est de vous apporter régulièrement, donc le premier jeudi de chaque mois, un webinar sur une thématique bien-être. La prochaine, c'est sur la nutrition, début avril. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, dans ce cas-là, je passe au dernier chapitre qui est à vous de jouer. Pour ceux en tout cas qui ont reçu la box, l'intérêt, c'est effectivement de passer à l'action. Et j'espère que ce moment d'échange vous aura convaincu d'oser la prévention et oser tester, faire le test, pour que du coup, collectivement, on arrive à augmenter ce taux de participants au dépistage et à la connaissance collective des leviers de prévention qu'il peut y avoir. Il y a une personne qui a posé une question, qui arrivait un petit peu en retard et qui n'a pas entendu l'âge à partir duquel il fallait faire un dépistage. Alors, le programme national recommande de le faire à partir de 50 ans, tous les 2 ans. Et si toutefois, il doit y avoir dans la famille des antécédents de cancer colorectal, il est souvent conseillé de commencer avant cette période-là pour prévenir plus tôt ce risque-là. Mais la recommandation nationale, c'est 50 ans. Et d'ailleurs, vous devez normalement recevoir un courrier de la Sécurité sociale pour vos 50 ans. Joyeux anniversaire. Vous y avez le droit maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Edouard. Et pour l'autotest, donc voilà, il y a une personne qui nous remercie pour la qualité de ton intervention, qui nous remercie également pour l'autotest qui a été envoyé au domicile des personnes qui avaient renseigné leur adresse postale sur le site pour s'inscrire au webinar. Donc chacun a dû recevoir une box individuelle avec ses coordonnées. À la fin du webinaire, on a une enquête de satisfaction justement pour savoir si vous avez pour nous aider à nous améliorer justement, qu'avez-vous pensé de ce webinaire? Et puis si vous avez des suggestions, des mots à partager, un retour à partager sur votre expérience sur le webinaire, n'hésitez surtout pas. On est preneur de remarques négatives ou également positives. En tout cas, moi, je suis particulièrement parce que je suis totalement convaincu qu'on a un rôle important à jouer en entreprise
Et un grand merci à Damien qui a pris cette initiative de parler de ce sujet qui n'est pas forcément toujours très simple, mais pour lequel il y a un vrai enjeu national. Et je pense que là-dessus, le GAN et puis les courtiers, et puis vous qui êtes dans les entreprises, vous pouvez vraiment rendre quelque chose possible d'intéressant sur la prévention santé, pas uniquement sur Mars Bleu, mais au sens large. Et c'est une super opportunité de pouvoir en parler de manière assez simple et libre dans le cadre de ce webinaire. Très bien. On avait une dernière question. Est-ce qu'on reçoit automatiquement tous les 2 ans une box? La Sécu n'envoie pas de box. La box était envoyée dans le cadre du webinar. C'était un cadeau donc de la part du GAN pour vous qui êtes assuré au GAN à travers des courtiers et donc, par votre mutuelle d'entreprise. Donc voilà, pour proposer, pour incarner et pour aller jusqu'au bout de la démarche et pas être juste simplement sur un webinar à distance. On souhaitait vraiment vous accompagner très concrètement dans la prévention sur mars bleu, pardon. Et c'est pour ça On peut qu'on le vous faire a pour envoyé Octobre une Rose aussi, box Damien, dans le cadre du webinaire. on peut le faire pour Octobre Rose aussi, Damien, si tu veux. Tout à fait. Oui, en fait, le test, il est mis à disposition et il n'est pas présenté exactement comme ça dans le cadre du programme national, est remis par le médecin. Et c'est une enveloppe qui est un petit peu différente parce qu'il y a beaucoup d'informations à rentrer dedans pour le suivi. Et on a encore une dernière question. On a beaucoup de remerciements, donc bravo Edouard. Et quelle est l'efficacité de l'autotest par rapport au test du médecin? Est-ce qu'on a des comparaisons C'est exactement, globalement, c'est exactement les mêmes. Ça, l'autotest que nous on fait, c'est celui qui est utilisé en milieu hospitalier depuis une vingtaine d'années. Donc du coup, vous avez une fiabilité de 98%, je pense. J'ai plus en tête exactement les éléments, mais voilà. Et il y a en tête que nous, tous les tests que l'on fait, ils viennent en fait du milieu hospitalier et on les a adaptés pour une utilisation à la maison via l'entreprise ou via le pharmacien. Donc voilà. Vous avez en tout cas dans la notice toutes les infos de sensibilité et de fiabilité validées par l'Union européenne. Voilà, c'est une démarche assez pointue sur les dispositifs médicaux. Voilà. Encore une dernière question et on te libère. Quand on est détecté cancer colorectal, quelles sont les chances de guérison sur ce cancer? Alors, en fait, tout va dépendre du stade. Vous vous rappelez, on commençait stade 0 polype jusqu'au stade 4. Si vous êtes sur un stade précoce, c'est-à-dire jusqu'au stade 2, on va dire, vous avez 95% de chances de survie à 5 ans. Si vous êtes à un stade 4, vous avez globalement 5% de chances de survie à 5 ans. Dépistez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Edouard et bonne journée à tous.